Nous allons aujourd'hui étudier les propriétés thermiques des matériaux, ce qui change un tout petit peu le sujet. Nous commencerons donc par, comme d'habitude, une petite introduction, puis nous ferons un rappel de ce que vous avez probablement déjà vu, ce qui concerne la chaleur spécifique et la chaleur latente des matériaux. Puis nous parlerons un petit peu de diffusion de la chaleur, comment finalement la température évolue dans un matériau au cours du temps. En faisant d'abord un peu de théorie, puis on verra des cartes d'HB et quelques exemples d'application de cette loi appelée équation de diffusion de la chaleur. Puis nous parlerons d'un aspect assez important pour les matériaux qui est ce qu'on appelle la dilatation thermique, vu que les corps en général se dilatent quand on les chauffe, ce qui peut générer des contraintes thermomécaniques. Vous avez ici deux exemples typiques de problèmes créés par, en fait, ou un échauffement ou un refroidissement excessif des matériaux. Lors du premier accident mortel de la navette Challenger en 1986, c'était le froid qui était responsable de l'explosion de la navette quelques minutes, même pas après son décollage de Cap Canaveral. En effet, il faisait exceptionnellement froid en Floride à ce moment-là, au mois de janvier, comme vous pouvez le voir le 28 janvier, et il était recommandé dans certains dossiers d'analyse de la NASA qu'il fallait faire attention à un joint, ce qu'on appelle un O-ring, qui est en fait un polymère, un élastomère, assez dur, qui fait l'étanchéité, qu'il fallait faire attention car ce joint assurait l'étanchéité pour autant que la température ne soit pas trop basse. Ce rapport s'est un petit peu oublié et lors de ce décollage, il y a eu une fuite de gaz très lente d'abord qui s'est faite, et puis à un certain moment, il y a eu mélange des gaz de combustion hydrogène-oxygène et une explosion devant des millions de spectateurs horrifiés de voir cet astronaute qui périssait lors de cet accident. Donc un problème lié à la propriété d'élasticité des matériaux à basse température, comme l'a révélé la commission Rogers chargée d'analyser pourquoi cette navette avait explosé. Plus récemment, en 2003, la navette Columbia, lors de son décollage, a eu, par les vibrations, un morceau qui est tombé et qui a endommagé une toute petite pièce d'isolation thermique. Et les ingénieurs se sont posé la question de savoir si lors de la rentrée de la navette spatiale, cela allait créer un problème. Et effectivement, malheureusement, lors de la rentrée dans l'atmosphère, eh bien, il y a eu un échauffement excessif dû à cette perte de panneau d'isolation thermique et échauffement de la navette qui rentrait et explosion prise ici par un télescope avec les références qui vous sont données au bas de l'écran. La température, qu'est-ce que c'est finalement? C'est en fait une mesure de l'état d'excitation de la matière, c'est-à-dire de l'état vibrationnel des matériaux. Comme il est écrit ici, ces vibrations des atomes ou des molécules vont changer d'une part les propriétés physiques, les propriétés mécaniques aussi, mais également même les dimensions. On avait vu au cours des matériaux numéro 2 sur la structure, les films d'animation de dynamique moléculaire. Là, vous avez un cristal avec l'état vibrationnel correspondant à la température à laquelle se trouve le cristal. On voit que les atomes vibrent sur leur position. Lorsque l'on passe à l'état liquide, on ne sépare pas les atomes les uns des autres. On parle d'une transformation entropique pour passer du solide au liquide. Il y a plus de désordre. Le cristal, cette fois, ayant passé à l'état liquide, il y a forcément une température plus élevée et les atomes vibrent un petit peu plus. Puis quand on passe à l'état gazeux, alors là, on éloigne les atomes les uns des autres. On parle d'une transformation enthalpique, parce qu'il faut vraiment séparer les liaisons. Et les atomes ont une agitation encore plus élevée, qu'on ne voit pas ici, puisque l'échelle est un peu changée. Pour un gaz parfait, monoatomique, eh bien, vous avez vu sur le film tout à l'heure d'animation moléculaire de M. Pedersen, vous avez vu cet état vibrationnel, et donc en fait on mesure la vitesse au fond aléatoire de ces atomes par V. Bien sûr que la vitesse en moyenne est nulle, puisque les atomes dans un cristal vont occuper une position fixe, mais V au carré, elle, n'est pas nulle, et donc cette moyenne représentée par les petits crochets que vous avez ici, eh bien fois la masse, une demi d'mv carré, c'est-à-dire l'énergie au fond cinétique aléatoire de ces atomes, eh bien, c'est une mesure de la température qui est à droite avec Kb, la constante de Boltzmann, qui n'est rien d'autre en fait que la constante des gaz parfaits R
divisé par, qui donc vaut 8,33 joules par mole et par degré, divisé par le nombre d'Avogadro, qui est donc environ de l'ordre de 6 fois 10 puissance 23 le nombre d'atomes qu'il y a dans une mole. Donc en fait, là, vous avez directement une relation entre température et état vibrationnel des atomes. Pour un matériau, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué. Il est constitué souvent de molécules, d'un réseau cristallin. Et en général, la chaleur spécifique d'un matériau qu'on va définir ici à pression constante, parce que la plupart des mesures se font, bien sûr, dans l'atmosphère, c'est-à-dire à environ 100 kPa de pression, eh bien, la chaleur spécifique à pression constante est donnée par la quantité spécifique, c'est-à-dire par kilogramme de chaleur nécessaire pour augmenter la température du matériau d'un kilogramme de 1 degré. C'est donc 1 sur m qui multiplie la variation d'enthalpie, en fait on mesure par de la calorimétrie l'enthalpie, par degré. Alors, on avait vu tout à l'heure que c'était une demi de mv carré était environ 3 demi de kT. En principe, pour des molécules ou des cristaux, on a plus que 3 degrés de liberté, c'était le 3 demi qui apparaissait dans ce 3 demi de kBt. Et en général, la chaleur spécifique, l'ordre de grandeur, la chaleur spécifique molaire, c'est-à-dire du nombre de joules par mole de matériau et pour élevé d'1 degré, c'est environ 3 fois la constante des gaz parfaits. Ce qui fait que si on veut mesurer la chaleur spécifique, c'est-à-dire par kilogramme, eh bien, il faut simplement prendre ce 3R et le diviser par la masse molaire. La chaleur latente de fusion ou la chaleur latente d'évaporation d'un matériau, eh bien, c'est de nouveau à une pression donnée, la quantité spécifique de chaleur, c'est-à-dire par kilogramme, qu'il faut pour faire une transformation, la transformation de phase correspondante d'un kilogramme de matière. C'est donc simplement la chaleur latente L, par exemple, de fusion, ça sera le nombre de joules qu'il faut fournir à un kilogramme de matière pour la faire fondre, la faire passer de l'état cristallin à l'état liquide. Alors vous avez ici, sur ce petit diagramme, dans des échelles relatives, en fait, ce qui se passe avec de l'eau. Alors, les valeurs pour l'eau, eh bien, elles sont assez simples, puisqu'en fait, on a défini la calorie par rapport à l'eau. Une calorie, telle qu'indiquée ici, c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour élever 1 gramme d'eau de 1 degré. Notez que pour le solide, donc ça sera pour le liquide, notez que pour le solide ou le gaz, eh bien, cette chaleur spécifique n'est que de la moitié dans le cas de l'eau. Donc, si on suppose que l'on a ici une extraction ou un apport d'enthalpie, ça dépend dans quel sens on va circuler, mais d'enthalpie spécifique, donc 1 sur m dH dt, donc des watts par kilogramme que vous pourriez extraire de la matière, eh bien ici vous êtes à l'état vapeur, puisqu'on est en train de parler de l'eau, donc la forme gazeuse c'est de la vapeur, et si ce H point est donné, eh bien la pente de cette droite, ici, est donnée par H point divisé par la chaleur spécifique du gaz. Ensuite, vous avez ici la condensation de la vapeur qui va prendre un très long palier comme vous pouvez le voir, puisqu'effectivement la chaleur latente d'évaporation c'est 540 calories par gramme. C'est-à-dire que pour évaporer 1 gramme d'eau liquide à 100 degrés en 1 gramme de vapeur, il vous faut 540 calories, c'est-à-dire comme si vous aviez chauffé de l'eau liquide de 540 degrés. Donc ça coûte énormément d'énergie d'évaporer de l'eau. Inversement, ça donne beaucoup d'énergie de condenser de l'eau, ce qui est le cas de ce graphique dans le sens où l'on a parcouru le temps ici. Et donc, il est toujours très recommandé, lorsqu'on fait chauffer de l'eau sur sa cuisinière, de mettre un couvercle pour garder la vapeur proche de la surface du liquide pour qu'il y ait un équilibre et qu'on n'évapore bien sûr pas trop d'eau lors de l'opération de chauffage. Ensuite, lorsque ici tout est liquide, maintenant on va refroidir le liquide
avec une pente qui, vous le constatez, est 2 fois plus lente que la pente qu'il y avait ici pour la vapeur. Donc là, on est liquide. Pourquoi? Parce que la chaleur spécifique de l'eau liquide est environ 2 fois plus grande que celle du gaz. Puis, lorsqu'on arrive au 0 degré, qui serait ici, vous êtes en train de transformer, donc de solidifier votre eau à 0 degré, on va marquer solidification. Vous êtes en train de solidifier votre eau qui est à 0 degré, et le palier correspondant à la chaleur latente de fusion, c'est ce qui est l'inverse, on parle souvent de ces chaleurs latentes dans la transformation où on augmente la température, c'est-à-dire de fusion ou d'évaporation, eh bien vous voyez que c'est 80 calories par gramme, ce qui fait environ 7 à 8 fois moins que la chaleur latente d'évaporation. Et puis ici, tout est transformé en glace, et là, vous avez donc de la glace que vous refroidissez en dessous du 0 degré. Donc pour un corps pur, vous avez ici des transformations qui sont isothermes de condensation, lorsqu'on est ici, et ici de solidification. Tout ce que l'on a vu jusqu'à présent est pour un matériau, une masse donnée de matériau qui a une température uniforme. Donc on a vu qu'effectivement il faut fournir de l'énergie pour monter sa température avec la chaleur spécifique, fournir de l'énergie par unité de masse pour faire une transformation de phase, par exemple liquéfaction ou évaporation. Mais que se passe-t-il lorsque la température du matériau n'est pas uniforme? C'est rare qu'elle acquiert tout d'un coup une nouvelle température. Pour faire ceci, nous allons voir la diffusion de la chaleur, et avant de voir la théorie, rendons-nous dans la salle d'expérience pour faire une expérience que faisait Benjamin Franklin au XVIIIe siècle, une expérience de diffusion de la chaleur. Comme vous le verrez, il chauffait un matériau à un bout et il observait à une certaine distance quand est-ce que la cire d'abeille fondait à l'autre bout. Plus la cire fondait vite, plus le matériau conduisait bien la chaleur. En fait, lors d'un voyage en France, à la fin du XVIIIe siècle, Benjamin Franklin a importé cette machine, cette simple expérience de diffusion de la chaleur en France, ce qui a permis aux Français, notamment avec Biot et Fourier, de développer la théorie de l'équation de diffusion de la chaleur. Rendons-nous donc au laboratoire. Très bien, Léa, peux-tu nous montrer comment Benjamin Franklin, au XVIIIe siècle, estimait la diffusivité des matériaux, la diffusivité thermique, c'est-à-dire la propagation de la chaleur dans un matériau? Alors, pour faire ça, c'est une expérience qui est assez simple, en fait. On prend un barreau de notre matériau et l'extrémité a été enrobée avec de la cire, qui a donc un bas point de fusion. Et on va simplement venir chauffer le barreau de ce côté et regarder le temps qu'il va falloir pour faire fondre la cire. C'est très simple. Donc, pour propager la chaleur. Donc ici, tu as fixé 2 matériaux, en rose du cuivre pur, et de l'autre côté du cuivre avec un tout petit peu de zinc, c'est du laiton. Et voyons lequel des deux a la diffusivité thermique la plus élevée, c'est-à-dire qui va fondre en premier, la cire. Alors, on va allumer. Alors, tu allumes la flamme. Voilà. On essaie de chauffer symétrique pour ne pas biaiser trop l'expérience. Voilà. Et maintenant, laissons un tout petit peu la flamme chauffer cet endroit. Donc il est protégé par un aérogène, une laine thermique pour bien sûr protéger le reste du dispositif. Et maintenant, simplement observons. Alors déjà maintenant, moi j'oserais plus toucher, je pense, les barres au bout. Ça doit commencer à être un peu chaud. Ça doit devenir chaud. On oxyde un tout petit peu les barres, d'ailleurs un peu plus le cuivre pur que le laiton. On voit ici une goutte qui commence à se former. Elle va tomber bientôt. Et c'est tout de même le manchon qui est en train de de lâcher. Voilà. Alors que le laiton n'a toujours pas commencé la fonte de la cire. Ce qui montre d'ailleurs que lorsqu'on met quelques éléments d'alliage dans des matériaux, en général, ils peuvent changer, ils vont baisser
Ça va diminuer la conductivité. Ouais. Thermique. Et en fait, on verra tout à l'heure dans la théorie qu'on mesure ici non pas la conductivité thermique, qui est une propriété bien sûr thermique du matériau, mais la diffusivité thermique, qui est le rapport de la conductivité divisé par ce qu'on appelle la chaleur spécifique volumétrique. Mais on verra tout ça tout à l'heure en théorie, mais on voit qu'on n'est toujours pas fondu du côté du laiton. Je crois qu'on peut interrompre l'expérience, vu qu'on c'était le but de déterminer lequel des deux était le meilleur conducteur de la chaleur. Retournons au cours. Tout d'abord, que va-t-il se passer au niveau de la matière? Eh bien, lorsque l'on va chauffer avec, par exemple, du méthane qui s'enflamme dans l'air, eh bien, les molécules de méthane ou de propane vont se combiner avec l'oxygène, faire essentiellement du CO2, du H2O, qui est très excité lors de cette réaction exothermique. Ces molécules excitées frappent et chauffent bien sûr la surface du cuivre, et on voit qu'on propage l'excitation des atomes du réseau cristallin, ici ça sera un monocristal, de proche en proche. On propage finalement une agitation dans l'équation de diffusion de la chaleur. Cette situation-là est typique de celle d'un cristal, par exemple de céramique, où c'est essentiellement les ions qui vont vibrer, ce qu'on appelle les phonons. Pour les métaux, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il y a aussi des électrons libres et la transmission de la chaleur se fait plutôt via l'excitation des électrons. Si donc ici j'ai mon chauffage qui est situé à, mettons, l'origine de l'axe Z, avec une température chaude qui est ici, eh bien, à un certain moment, l'état d'agitation des atomes dans le barreau de cuivre, représenté par ce profil de température, a à peu près l'allure suivante. Ici, c'est la température quasiment de la flamme, et puis loin du matériau, on est quasiment à température ambiante, si c'est suffisamment tôt. Eh bien, l'équation de diffusion de la chaleur, alors c'est une équation, ce n'est pas une loi, parce que la chaleur, comme vous le savez par la thermodynamique, n'est pas une grandeur conservée, c'est la chaleur plus le travail qui est une grandeur conservée. Mais enfin, comme souvent le travail joue très très peu de rôle, cette équation s'applique dans pas mal de situations. Eh bien, ici, on imagine bien qu'il va y avoir écoulement de la chaleur, c'est-à-dire propagation de cette agitation thermique des endroits le plus excités aux endroits le moins excités. On va noter le flux thermique JT et on va essayer d'exprimer qu'est-ce qu'il vaut. Eh bien, il va être proportionnel bien évidemment à, si je prends entre un point ici et un autre, où ici j'aurai Z et ici Z plus delta Z, en moyenne, le flux va être proportionnel à l'écart de température qu'il y a entre ces deux points, divisé par delta Z. Effectivement, si les deux points ont la même température, on propage autant d'agitation vers la gauche que vers la droite, donc il n'y aurait pas de flux. Et puis bien sûr, plus c'est serré, ça fait ce qu'on appelle ici un gradient thermique, eh bien, plus le flux sera grand. La constante de proportionnalité qui vient devant, c'est justement ce que l'on appelle la conductibilité thermique. Alors, on y met un signe moins pour exprimer effectivement, ça c'est un principe de la thermodynamique, qu'on propage plutôt de l'agitation qu'on ordonne, c'est-à-dire que le flux va aller l'agitation va aller des endroits les plus agités, c'est-à-dire les plus chauds, aux endroits les moins agités. Alors un flux, ça se mesure en nombre de joules par seconde, donc de watts, qui arrive par unité de surface. Je vais y revenir dans un tout petit instant. Et donc, comme vous multipliez ici par des degrés, par exemple des degrés Kelvin, et ici que delta Z a des mètres, eh bien, la constante ici qu'on appelle conductibilité thermique, eh bien, si vous faites le rapport de ces unités, elle va s'exprimer en watts par mètre et par degré. Pour donner un petit ordre de grandeur d'un flux thermique, par exemple, le Soleil, au zénith, au niveau de la Terre,
eh bien, il fait un flux, cette fois, ce n'est pas de la conduction, c'est de la radiation, qu'on n'abordera pas dans ce cours, c'est d'environ 1500 watts par mètre carré de surface. Mais dans les matériaux, eh bien, on peut avoir des flux beaucoup plus intenses. Par exemple, si vous faites une soudure laser avec un faisceau laser de 1 kW, ce qui est facilement atteignable par des lasers YAG ou des lasers CO2, ou même des lasers d'autres natures, si vous arrivez avec 1 kW sur une surface de l'ordre du millimètre carré, eh bien, vous auriez 1 million de watts par mètre carré. Pardon, 1 million de kilowatts par mètre carré, excusez-moi. C'est donc des flux qui peuvent être très très importants. Donc voilà la définition c'est une équation un peu phénoménologique, c'est que le flux de chaleur qui s'écoule par simplement propagation des vibrations de la matière est proportionnel au gradient de température, et le gradient de température exprimé en degrés par mètre, eh bien, va être multiplié par une constante qui est la conductivité thermique de ce matériau. Voyons maintenant, donc pour résumer, voici cette courbe. Alors j'ai écrit les delta T sur delta Z, on a fait la limite, c'est-à-dire qu'on a un point donné, le flux qui passe à travers ce point est donné par la pente de la courbe. Alors les matériaux, comme on le verra tout à l'heure, ils ont des conductivités thermiques qui sont très variables. Les matériaux les plus isolants, idéalement, s'il n'y a pas de convection, ça serait évidemment le vide, il n'y a plus à ce moment-là de conduction. Mais si on prend l'air, c'est une très faible conductivité thermique de l'ordre de 0,025 watts par mètre et par degré. Le cuivre, qu'on a vu tout à l'heure dans la salle d'expérience, est de l'ordre de 400 watts par mètre et par degré. Et le matériau qui est le plus conducteur de la chaleur à température ambiante, c'est ce qui est montré ici, c'est un diamant. Le diamant a une conductivité thermique de 2000 watts par mètre et par degré, c'est-à-dire 5 fois la conductivité thermique du cuivre. Mais n'essayez pas de chauffer le diamant de votre grand-mère, vous risquez très fortement de le transformer en graphite et de le brûler, bien sûr, par combustion avec l'oxygène. Elle ne sera pas très contente. Bien, après avoir vu la première loi de la chaleur qui relie le flux thermique en watts par mètre carré au gradient de température dT dZ, eh bien nous allons faire un bilan thermique, cette fois ce qu'on appelle aussi la deuxième loi de Fourier. On reprend notre petit barreau de cuivre ou de laiton qui avait une section qu'on va supposer être égale à S, qu'on chauffait par exemple là-dessous. J'ai marqué T chaud, c'est la température du bec Bunsen. Et puis, on va supposer bien sûr qu'il n'y a pas de perte latérale par la surface, que le problème est monodimensionnel, donc avec la variable Z qui va dans ce sens. Au départ, le barreau a une température T0, et puis sous le bec Bunsen, comme je l'ai dit, nous avons une température TC, et à un certain moment, on peut se dire que le profil de température doit avoir cette allure-là. Donc si je me place avec un thermocouple à un endroit ici Z, eh bien, je me trouve par exemple ici, eh bien, le flux thermique est donné par la pente, et comme la pente est négative, ça me prend un flux positif. Là, je vais marquer que c'est un flux qui est à la section Z. Et un petit peu plus loin, en prenant Z plus delta Z, un petit incrément de la variable Z, eh bien, je vais me trouver à une autre température, qui est peut-être ici, avec une autre pente, qui est un petit peu plus petite en valeur absolue, on le voit bien sur ce diagramme, et donc ici j'ai JT, le flux de Z plus delta Z. Donc évidemment dans ce problème, quand vous voyez que le flux rentrant ici est plus grand que le flux sortant, là dans la section, dans la petite section delta Z, d'épaisseur delta Z, eh bien, vous pensez bien que s'il y a plus de flux qui rentre, eh bien, qu'un bilan net de flux positif, en d'autres termes, mais que la température de cette section va augmenter au cours du temps, c'est-à-dire que la température va aller dans cette direction-là. C'est qu'un instant plus tard, le profil de température sera peut-être quelque chose comme ceci. Bien. Faisons ce bilan thermique. Eh bien, je vais dire que le flux rentrant en Z moins le flux sortant en
Z plus delta Z, c'est des watts par mètre carré. Si je multiplie par la section, c'est des watts. Eh bien ça me permet de chauffer la section delta Z. Si je suppose que l'épaisseur delta Z est suffisamment fine, eh bien je peux supposer qu'il n'y a qu'une température à l'intérieur. Et ceci va me permettre donc de considérer la masse de cette petite section fois la chaleur spécifique, qui est des joules par kilogramme et par degré, et ceci va me permettre d'échauffer le matériau au cours du temps. Et nous aurons bien donc ici des kilogrammes, là des joules par degré et par kilogramme. Donc quand on multiplie les deux, ça fait plus que des joules par degré. Et puis multiplié par dt, des degrés par seconde, ça nous fait bien des watts. La masse qui apparaît ici, elle va être donnée par la masse spécifique ρ fois le volume, c'est-à-dire la section fois l'épaisseur que j'ai considérée. On voit apparaître la section ainsi à gauche et à droite de l'équation. Je peux donc simplifier par la section, ce qui est assez normal pour un problème monodimensionnel, et je peux diviser par delta Z pour obtenir la relation JT de Z, le flux en Z, moins le flux en Z plus delta Z divisé par delta Z, donc c'est la variation du flux dans l'espace, va être donnée par le ρCp. Cette fois, on a une chaleur. Le ρCp, c'est une chaleur spécifique volumétrique, donc par unité de volume au lieu de par unité de masse, fois la variation de température dt dt. Or, quand vous faites tendre delta Z vers 0, eh bien, vous voyez qu'ici, à cette expression, au signe près, c'est la dérivée de JT de Z sur dZ égale à ρCp dt dt. On est presque au bout de nos peines. Si je me souviens que JT de Z, c'est moins la conductibilité thermique du matériau K fois dt dz, j'obtiens ainsi la deuxième loi de Fourier qui relie, en injectant ceci ici, la deuxième dérivée dans l'espace du profil de température à la première dérivée temporelle du champ de température, ce qui est résumé sur la diapo suivante. C'est ce qui est résumé ici. Vous avez donc que la variation de température locale multipliée par la chaleur spécifique volumétrique, c'est égal à la variation spatiale en dérivée seconde, c'est-à-dire la courbure du champ de température. Si donc la courbure est ainsi, c'est-à-dire que la dérivée qui était négative, elle devient moins négative avec le temps, eh bien vous allez augmenter la température puisque le flux qui était ici en valeur absolue était plus grand que le flux qui était ici. Alors souvent dans cette équation, on va diviser cette équation par ρCp. C'est une équation, je rappelle, à une dimension d'espace. On peut la généraliser à 3 dimensions x, y, z. Les mathématiciens appellent ceci une équation parabolique parce qu'elle lie la première dérivée de la température dans le temps à la deuxième dérivée du profil de température dans l'espace. Mais donc, pour revenir à mes moutons, si je divise par ρCp, je fais apparaître une grandeur, A, qu'on appelle la diffusivité thermique. Et en fait, c'est ce que M. Franklin mesurait. Il ne mesurait pas uniquement K, il mesurait le K sur ρCp pour voir comment la chaleur, c'est-à-dire l'agitation thermique, se propage dans un barreau. Donc cette deuxième loi de conservation, ou sous cette forme ρCp dt dt égale K d2t sur dz carré, ou sous cette forme-là, si on divise puis qu'on a la diffusivité, eh bien ça s'appelle la deuxième loi de l'équation de la chaleur, ou la deuxième loi de Fourier. Regardons un tout petit peu maintenant ces cartes d'HB, où dans cette carte, toujours en échelle logarithmique, HB a reporté ici sur l'axe horizontal la diffusivité thermique A en mètres carrés par seconde, sur l'axe vertical la conductibilité thermique, dans son livre il l'appelle lambda,
moi je l'appelle K, en watts par mètre et par degré. Et vous voyez que la plupart des matériaux sont alignés selon des droites de pente à peu près 1 en échelle log. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a vu que K sur ρCp était égal à A, et par ailleurs, on a vu que Cp, c'était à peu près 3R sur la masse molaire, et par conséquent, les masses molaires ne changent pas, la masse molaire et la densité vont un peu de pair, donc tous les matériaux, plus le K est important et plus la diffusivité est importante. Bien sûr que les mousses sont un peu à part, puis c'est des matériaux composites dans lesquels il y a beaucoup d'air, donc évidemment il n'y a pas beaucoup de matériaux, la densité là a changé drastiquement d'un facteur 1000. Donc voilà un tout petit peu sur ces cartes d'HP. Maintenant, essayons de voir quelques exemples pratiques. Ces exemples pratiques, on va voir 4 solutions de cette équation assez simple, aux dérivées partielles. Une solution tout d'abord stationnaire, puis une solution analytique qui permettra d'introduire une notion importante qui est ce qu'on appelle le nombre de Fourier thermique. Et puis enfin, nous parlerons aussi de diffusivité thermique. On verra que c'est à ne pas confondre avec la diffusivité thermique. Regardons ces 4 petits cas. Le premier cas est une solution stationnaire. Que veut dire stationnaire? Cela signifie que apparemment rien ne se passe, mais c'est uniquement apparemment. C'est-à-dire qu'un cas très simple, c'est un bâtiment en hiver où à l'intérieur vous avez une température T1 qui va être, je ne sais pas, de l'ordre de 20 degrés Celsius, alors qu'à l'extérieur il fait assez froid et il fait environ 0 degrés Celsius. La température de l'intérieur ne change pas, la température de l'extérieur ne change pas. Maintenant vous avez votre habitation qui a un mur d'une certaine épaisseur. Ici, j'ai pris une épaisseur de 20 cm, avec un matériau qui a une conductivité moyenne, parce qu'il y a une certaine isolation. J'ai pris 0,2 watts par mètre et par degré. Donc, en tout point du mur en solution stationnaire, la température, quel que soit le point du mur, la température est fixe au cours du temps. Ce qui n'empêche pas d'avoir un flux thermique, puisqu'il y a une pente de T1 à T2. En effet, si vous prenez dt dt égale 0 et que je reviens à l'équation précédente, cela signifie que d2 de t sur dz carré est égal à 0. Et cette équation est indépendante des propriétés du matériau. On retrouve simplement une équation qui a une solution extrêmement simple, qui est t de z, c'est t1 plus t2 moins t1 fois z sur L. En effet, si vous prenez z égale 0, vous retrouvez la température T1 qui est ici. Si vous prenez z est égal à L, vous trouvez la température T2, et cette équation satisfait bien que la dérivée seconde de T est nulle. Où interviennent les propriétés en régime stationnaire? C'est lorsque vous résolvez cette équation, vous en prenez le gradient, donc vous faites dt dz, et que vous multipliez par k, et je vais faire les valeurs absolues. Et donc, vous allez avoir que le flux, qui est égal à moins ceci, eh bien, c'est simplement K fois la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du mur, divisé par la longueur. Alors, si je reprends le petit cas illustré par ces deux petites images, vous avez 20 degrés, vous avez une conductivité de 0,2 et une séparation donnée entre ces deux températures données par l'épaisseur du mur qui est de 20 cm, c'est-à-dire de 0,2 m, diviser 0,2 watts par mètre et par degré par 0,2, ça va faire 1 fois 20, ça fera un flux de 20 watts par mètre carré. Cette surface ici, 300 mètres carrés, ce n'est pas la surface de votre appartement, c'est une surface, disons plutôt du périmètre de votre appartement, en contact avec l'air. Il faudrait bien sûr tenir compte des fenêtres, etc. Les architectes savent très bien faire ça. Moi, j'ai pris la surface d'échange très simple, 300 mètres carrés, c'est-à-dire le périmètre fois la hauteur de l'appartement, et donc 300 fois les 20, vous avez 6000 watts, 6 kilowatts. C'est un chauffage relativement important. Il vous faudra plusieurs chauffages électriques tels que montré ici pour faire pour générer cette puissance.
Si maintenant vous prenez environ que la journée c'est 86 400 secondes, vous multipliez ce chiffre par 86 400 secondes, presque 100 000, ben vous obtenez environ 500 mégajoules par jour. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais comme vous savez, ou vous vous rappelez peut-être du premier cours, on avait dit ben, les équivalents mazout, c'est environ 40 à 50 mégajoules par litre de mazout. Ça veut dire qu'il vous faut environ 10 litres équivalent mazout pour compenser les pertes thermiques dans une telle situation. C'est un ordre de grandeur. Sur un hiver d'environ 100 jours, ça fait environ 1000 litres, 1500 litres. C'est ce que peut consommer une villa pas très très bien isolée. On arrive maintenant à des isolations plus efficaces avec par exemple les concepts Minergie. Mais voilà un exemple d'application très très simple de l'équation de la chaleur à travers un mur. Le deuxième exemple, c'est donc une solution analytique non stationnaire pour un milieu semi-infini à une dimension d'espace. Donc je vais reprendre toujours mon expérience de Benjamin Franklin avec le cylindre de cuivre, la variable toujours Z, la section S, mais je vais supposer que la longueur du barreau, L, est bien plus grande que Z. On va supposer que donc sous le Beck-Bunsen ici, j'ai une température, je vais l'appeler cette fois T1, peu importe. Et puis, initialement, puisqu'on s'occupe d'un problème instationnaire, initialement, le barreau est à une température T2. Alors, on peut bien s'imaginer que le champ de température, dans une telle configuration, il aura à peu près l'allure suivante. Si ici je mets T1 sur cet axe, T2 comme origine, eh bien un temps très très court, je vais peut-être mettre une courbe d'une autre couleur, eh bien le profil température, ben, et c'est pas une autre couleur, c'est bizarre, il a cette allure-là. Et puis, donc c'est chaud uniquement proche du Beck-Bunsen, c'est relativement toujours à température T2 pour le reste. Si maintenant je me mets un petit peu plus loin, un temps plus, donc ça sera un temps, je vais appeler ça temps T1, un temps T2 plus grand, eh bien je vais, puisque j'ai les couleurs qui ne marchent pas, avoir un profil T2, puis un temps T3, c'est toujours chaud sous le Beck-Bunsen et le barreau devient de plus en plus chaud et les temps augmentent ainsi au cours du temps. Ce sont toujours des profils où à l'origine Z égale 0 sous le Beck-Bunsen c'est T1 et puis dans le barreau ça monte de T2 progressivement à T1. Alors ce qu'on peut faire c'est d'abord faire un changement de variable et il faut faire attention, c'est que U va dépendre du lieu et du temps. On voit que c'est un problème instationnaire, comme c'est écrit ici. Alors je vais dire que c'est T, bien sûr, qui elle aussi, le profil température dépend du lieu et du temps, moins la température T2, qui était la température initiale, et je le normalise par T1 moins T2. Ces différences. Donc évidemment que U va être compris entre 0, si t est égal à t2, et puis 1, si t est égal à t1. Donc, ici, si je dessine un deuxième axe, pardon, qui n'est pas très bien dessiné ici, puis que je mets la variable u, u vaudrait 1 ici et 0 ici. Alors, on peut montrer, je ne vais pas le faire ici, mais que la solution de ce problème est donnée par la fonction suivante, u de z et du temps, est égale à une fonction qu'on appelle la fonction d'erreur complémentaire, ou error function, avec un c pour complémentaire, d'une seule variable qui est en fait, qui conjugue le temps et l'espace de la manière suivante, z sur
2 racine de AT, où je vous rappelle que A, c'est la diffusivité thermique. Cette fonction d'erreur complémentaire, que vous pouvez d'ailleurs programmer par exemple dans Excel, eh bien, R complémentaire de Z sur 2 racine de AT, c'est égal à 1 moins 2 sur racine de pi, ce qu'on appelle la fonction d'erreur, intégrale de 0 à Z sur 2 racine de AT de E puissance moins mu carré d mu. Le mu, c'est une variable muette, et si maintenant je dessine cette fonction, ben vous savez, j'espère, vous savez ce que c'est la fonction gaussienne, c'est-à-dire que si je la mets sur un axe comme ceci, où j'ai ici l'axe mu, eh bien, c'est une fonction qui décroît très rapidement vers 0, une fonction en cloche, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle fonction d'erreur, elle intervient beaucoup en statistique, elle tombe vers 0. Voilà le E moins mu carré. Hein, donc si mu vaut 0, ça vaut 1, puis si mu vaut plus ou moins l'infini, ça vaut 0. Eh bien, cette fonction d'erreur n'est rien d'autre que l'intégrale entre 0 et, mettons ici, Z sur 2 racines de AT, c'est l'intégrale, c'est la surface de cette courbe qui est encore une fois connue dans la plupart des logiciels comme la fonction d'erreur. Donc pour résumer, voici le résultat sous forme graphique. Donc vous reconnaissez ici la fonction U de Z et de T, c'est cette fonction d'erreur complémentaire qui est fonction d'une variable combinée espace divisé par 2 racines de coefficient de diffusion, diffusivité thermique, pardon, excusez-moi, fois le temps. Eh bien, ce qui est intéressant de constater sur ce diagramme, eh bien, c'est que si je la dessine, et là c'était fait dans Excel par exemple, et puis que je normalise l'axe horizontal par Z sur 2 racines de AT1, attention, je vous rends attentif que c'est un temps de référence T1, eh bien, voici la courbe que vous obtenez, la première courbe en noir, ici. Et si vous regardez à mi-hauteur, c'est-à-dire U égale 0,5, c'est-à-dire que vous êtes entre T1 et T2, eh bien, vous voyez que vous êtes à une position qui vaut à peu près une demi. Et donc, si vous dites, ben, tiens, Z sur 2 racines de AT1 est égal à environ une demi, c'est pas tout à fait exact, hein, eh bien vous trouverez que ce Z, alors je vais mettre un petit Z une demi, parce que c'est une valeur particulière pour laquelle U vaut une demi, vous attendez de température, eh bien la moitié entre T1 et T2 est à peu près égale à racine de AT1. Et ça c'est très important, parce que ça c'est ce qu'on appelle une couche de diffusion thermique ou une épaisseur de diffusion thermique, c'est-à-dire que ça vous dit que si vous avez par exemple 500 degrés en Z égale 0 et puis que la température de référence était 0, vous auriez 250 degrés pour le temps à telle position donné par A fois T1 racine. Ce qui veut dire que si vous multipliez le temps par 4, par exemple T2 est égal à 4T1, comme le temps apparaît sous la racine, eh bien, vous allez multiplier l'épaisseur de cette couche de diffusion par 2, et puis si vous prenez 3 fois le temps T1, 16 fois le temps T1, excusez-moi, je vais y arriver, et que vous prenez la racine, ça fera 4 fois plus, c'est-à-dire que vous êtes à peu près ici, et c'est pas tout à fait 0,5, comme j'ai dit, c'est environ une demi. Donc ça vous montre bien que vous diffusez la chaleur à l'intérieur du matériau et que la température, ça vous permet ainsi d'arriver à ce genre de notion. Et sur la diapo suivante, on va, avec ce genre de développement, pouvoir retrouver un nombre adimensionnel qui est le nombre de Fourier. Le nombre de Fourier, c'est au fond, revient à comparer le racine de AT, c'est-à-dire l'épaisseur appréciable sur laquelle il y a eu la diffusion par rapport à une longueur caractéristique. On l'a élevé au carré, et on a pris en fait l'inverse. Au lieu d'avoir Z sur 2 racines d'AT, on a pris AT sur L carré.
Ce nombre adimensionnel, bien évidemment, comme A, c'est des mètres carrés par seconde, c'est une diffusivité thermique, eh bien, mètres carrés par seconde fois des secondes, c'est des mètres carrés, L carré, c'est des mètres carrés, c'est un nombre qui n'a pas de dimension, mais qui exprime bien une comparaison de deux grandeurs, une grandeur caractéristique L et une grandeur liée à l'épaisseur, si vous voulez, à mi-hauteur, de ce profil de température que l'on avait tout à l'heure. Regardons quelques situations par rapport à cette valeur. Si le nombre de Fourier, si on vous pose un problème et qu'on vous dit, par exemple, je prends l'expérience de Benjamin Franklin et je chauffe en un bout et puis j'observe à une certaine distance, par exemple 10 cm la longueur du barreau, sachant que la diffusivité, par exemple, c'est A du cuivre, c'est de l'ordre de 10-4 mètres carrés par seconde, et que vous donniez une longueur L de 10 cm, c'est-à-dire de 0,1 mètre, eh bien, vous pourriez vous dire, bah, tiens, est-ce que j'ose toucher encore le bout du barreau qui est chauffé, c'est-à-dire 10 cm de la flamme, après, par exemple, T égale 100 secondes. Eh bien, vous allez dire A fois T, ça fera donc A fois T est égal à 100, 10,2 pour le temps, fois 10 moins 4 pour A, divisé par L carré, divisé par 10 moins 1, 10 moins 2, ça va faire 1. Eh bien, moi, je vous déconseille de toucher le bout du barreau de cuivre après 100 secondes, parce que le nombre de Fourier vaut 1. Ça voudrait dire que si sous la flamme, le cuivre a environ 500 degrés, disons, que vous n'avez pas de perte, bien sûr, le long du barreau, ben, ça voudrait dire que le bout du barreau est probablement autour de 250-300 degrés. Donc, ça serait plutôt un cas ici, F0 égale 1. Si par contre, je prends T égale 1 seconde, eh bien, j'aurai AT, c'est linéaire dans le temps, donc j'aurai 0,01 pour le nombre de Fourier, qui est bien plus petit que 1. Je dis qu'après 1 seconde, j'oserais toucher, parce que la courbe que l'on a vue tout à l'heure sera encore très étroite, puisque racine de AT sera bien plus petite que le L. Si F0 est bien plus grand que 1, c'est-à-dire qu'on est quasiment uniforme en température sur toute l'épaisseur, et puis le cas Fourier égale à 1, on vient de le voir, ça voudrait dire que, donc, on est à peu près dans cette situation-là où le racine de AT, il est comparable à L dans un matériau, bien sûr, infini. Donc ce nombre de Fourier, ça équivaut, si vous voulez, plutôt que de résoudre l'équation de manière exacte, d'en donner, d'aller dans Excel et de la calculer, eh bien ça permet d'avoir une impression de savoir, au fond, est-ce que la diffusion thermique est appréciable ou pas sur la longueur donnée L. Le dernier exemple, c'est un exemple que vous connaissez tous par expérience et qui répond à la question suivante. Pourquoi, lorsque je rentre dans un sauna avec des pieds qui sont autour de 20 degrés, parce que j'ai mis les pieds par terre sur des catelles, que je rentre dans un sauna qui est à 90 degrés, je sens bien sûr la chaleur des planches de bois, mais je n'ai pas du tout cette impression de brûlure ou d'intolérance, que ça devient intolérable, alors que si je mets du café ou du thé à 90 degrés dans une cafetière en argent, puis que je veux prendre cette cafetière avec les mains, je vais me brûler, raison pour laquelle souvent on va mettre un manche en bois. Eh bien, la raison est bien sûr toujours liée à la diffusion de la chaleur, mais via une combinaison différente des propriétés de la conductivité K et de la charge spécifique ρCp, ce que l'on va voir dans le dernier exemple d'application de l'équation de la chaleur. Ici, j'ai représenté la température élevée dans le milieu 1 en rose, puisque c'est plutôt chaud, et ici, le milieu plutôt froid, votre pied ou votre main en bleu. On va supposer que le milieu chaud a une température T1 uniforme au départ, avant le contact, que T2 est uniforme, il est ici, T1 est ici, et puis je les mets en contact. Le pied, je le pose par exemple sur les planches en bois. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien,
on va supposer, on va faire une hypothèse quand même assez forte, c'est que la température de l'interface ici entre le milieu froid, le pied, et le milieu chaud, la planche, cette température est constante au cours du temps. Il s'établit tout de suite une température, et donc après un temps très très court, le profil de température aurait peut-être cette allure-là, et puis dans la partie froide, il aurait peut-être cette allure-là. Après un certain temps, je pourrais avoir une courbe qui a cette allure-là, tracée ici en trétillé, et une courbe, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un milieu infini, qui est ce qu'on appelle cette f function qu'on a vu tout à l'heure, f complémentaire. On va approximer la pente proche de l'interface par une droite, c'est celle-ci, et la pente proche de l'interface dans le pied par celle-ci. Eh bien, on vient de voir que à mi-hauteur, on a une distance de diffusion de l'ordre de racine de a fois t, là c'est un temps quelconque t. Eh bien, on peut aussi montrer que la pente à l'origine fait à peu près la même chose que la valeur à mi-hauteur, de l'ordre de grandeur. Et donc, si on veut que t star reste constant, c'est une hypothèse assez forte, encore une fois, eh bien, pour que ça reste constant, il faut que le flux JT1 égale JT2. Donc, je vais écrire que JT1, je vais l'écrire, je vais oublier les signes, je mets en valeur absolue. Ça sera donc donné par K1 fois la différence de température, c'est-à-dire T1 moins la température de l'interface divisé par la distance de diffusion, c'est-à-dire racine de A1 fois T, qui est cette distance que vous avez ici avec les petites flèches. Bien, ça doit être égal à JT2, le flux dans votre pied, c'est-à-dire égal à K2 fois T star moins T2 divisé par racine de A2T. Et ceci, quel que soit le temps. Et effectivement, on peut supprimer le temps de cette équation et se rappeler que la diffusivité d'un matériau A, c'est K sur ρCp. Donc vous allez voir qu'ici, de ce côté-là, il y a un racine de K1 avec un K1. J'aurai donc, je fais apparaître ici, la racine de K1, puisque c'est K1 sur K1 dans ce cas, et le ρCp qui était au dénominateur pour la diffusivité vient au numérateur, donc j'aurai ρCp1 fois T1 moins T star est égal à racine, de la même manière de l'autre côté, de K2 fois ρCp2 fois T star moins T2. Et ceci fait apparaître ce que l'on appelle l'effusivité du matériau, E1 pour le matériau 1, E2 pour le matériau 2. En réarrangeant cette équation, on trouve immédiatement que T star, c'est égal à la moyenne pondérée par les effusivités des deux températures. Dans le cas du sauna, eh bien, le bois est sec, forcément ce n'est pas du bois frais, le bois sec a une conductibilité relativement faible, une chaleur spécifique aussi relativement faible, et donc le milieu 1 est tel que E1 est nettement plus petit que votre pied, qui est essentiellement constitué d'eau, avec une densité d'environ 1, et par conséquent, quand E1 est bien plus petit que E2, la température de l'interface, elle est plutôt proche de T2 que de T1, c'est-à-dire, ça serait le cas qui est représenté ici à gauche. Dans le cas de la cafetière, en argent, eh bien c'est l'inverse. L'argent a une très bonne conductivité thermique, bien meilleure que votre pied. Il a une très bonne chaleur spécifique parce qu'il est dense et d'un ρ assez élevé, et donc E1 est bien plus grand que E2, et par conséquent T star est plutôt proche de T1,
C'est-à-dire que ça serait plutôt ici. Vous sentez la température de l'interface va plutôt être à la température de l'argent qu'à la température de votre pied. Ce qui vous explique, par un modèle finalement relativement simple, pourquoi on ne se brûle pas les pieds dans un sauna alors qu'on se brûle les doigts en prenant une cafetière en argent. Sur cette base, faisons une toute petite expérience avec un matériau assez particulier qui est ce qu'on appelle un aérogel, qui est essentiellement de la silice, mais avec principalement de l'air. 5% de silice, 95% d'air sous forme de toutes petites bulles. Pour cela, allons dans le laboratoire. Alors, pour tester ce qu'on appelle l'effusivité d'un matériau, on va utiliser ce morceau d'aérogel. Donc, l'aérogel, qu'est-ce que c'est? C'est principalement de l'air, à 95%, qui est encapsulé dans de la silice, enfin, l'oxyde de silicium. Donc, au niveau des propriétés thermiques, la conductivité et la chaleur spécifique, on a à peu près les mêmes propriétés que l'air. Que l'air, ouais, donc finalement des propriétés relativement isolantes. Oui, voilà. Par contre, comme l'air est encapsulé, on empêche la convection. Des mouvements. Qui est généralement le principal phénomène pour le transport de chaleur dans les gaz. Dans les gaz. Alors, on va faire une petite expérience. On va allumer notre petit réchaud et puis mettre ce morceau, voilà, sans le brûler, directement au-dessus et laisser chauffer un moment. Et cette expérience, en fait, va, avec la théorie qui va être liée à cela, va vous permettre de comprendre pourquoi, par exemple, vous brûlez les pieds si vous rentrez dans un sauna qui aurait des planches en aluminium, alors qu'avec du bois, c'est tout à fait acceptable de rentrer. Donc là, on voit que la grille est déjà chaude, donc on est probablement autour de 700-800 degrés. L'aérogel est aussi chaud, on ne le voit pas tout à fait rougeoyer, mais il est chaud. On éteint. Voilà, et je n'oserais pas prendre la grille, mais je prends le morceau d'aérogel sans me brûler les doigts. C'est chaud, mais c'est tout à fait supportable parce que son effusivité est très faible. Ça sent un petit peu aussi. Ça sent un tout petit peu, effectivement. Alors pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ce matériau pour faire les isolations, vu que ça a l'air des propriétés exceptionnelles? Pour deux raisons, essentiellement, c'est que d'une part, c'est un matériau relativement cher à produire. On pourrait certainement baisser les coûts s'il était fait en très grande quantité, mais aussi ses propriétés mécaniques ne sont pas tout à fait idéales. Ouais, effectivement, ça se casse très facilement. Ouais. Ça se casse très facilement et toutes ces petites particules de silice qui isolent l'air, évidemment ça peut faire des poussières qui, on sait bien que ça peut créer de la silicose. Pas idéal pour la santé. Ouais. Voilà. On l'a vu, la température affecte la plupart des propriétés, mais elle affecte aussi les dimensions. En effet, si vous chauffez un corps, vous savez très bien qu'en principe, il va se dilater. L'air chaud, l'expérience des frères Montgolfier, l'air chaud a tendance à monter. Voyons ceci un petit peu en théorie. D'abord, ce que l'on peut se poser la question, c'est pourquoi les matériaux ont tendance à se dilater. Eh bien, imaginez que vous êtes au zéro absolu et que l'interaction entre deux atomes, ici, est symbolisée par une liaison, et au zéro absolu, ces atomes ont un état vibrationnel nul, ne vibrent pas, et ils ont une position stable, R0. Il se trouve que les liaisons qu'on modélise souvent par des potentiels dits de Lennard-Jones sont beaucoup plus abruptes. Ici, la pente est beaucoup plus élevée. Lorsqu'on veut rapprocher ces deux atomes, elle est beaucoup plus abrupte que lorsqu'on est ici en traction, c'est-à-dire lorsque l'on tend à éloigner ces atomes les uns des autres. C'est ce qu'on appelle une courbe anharmonique, elle n'est pas symétrique, contrairement par exemple à ce que beaucoup de jeunes vont faire avec leur planche à roulettes ou leur patin à roulettes, des half-pipes, c'est symétrique, ils vont pouvoir monter autant à gauche qu'à droite. Eh bien, dans un half-pipe non symétrique ou anharmonique tel que ici, eh bien, si vous voulez maintenant à une certaine température T faire vibrer les atomes, eh bien, il va s'établir une vibration d'une certaine amplitude et le milieu de cette amplitude fait que
ce côté étant plus abrupt que celui-ci, la position se décale. Et donc, la plupart des matériaux vont avoir un coefficient d'expansion thermique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à, en moyenne, les atomes, à s'éloigner les uns des autres. On définit un coefficient d'expansion thermique linéaire. Faites attention, dans la littérature, quand on cherche des valeurs, on ne sait jamais très bien si c'est un coefficient d'expansion thermique linéique ou volumétrique ou volumique. Eh bien, on regarde les dimensions, c'est-à-dire, on va dire, si je prends une dimension L0 à une température T0, donc qui est relativement, par exemple, température ambiante, relativement froide, puis vous chauffez de manière uniforme tout le barreau à une température T1 qui est égale à T0 plus delta T, où delta T serait positif, eh bien, le coefficient alpha étant lui-même en général positif, eh bien, votre barreau va s'étendre. Il va aussi s'épaissir, mais en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est l'allongement. Donc, ce coefficient, ça n'est rien d'autre, en fait, alpha, que 1 sur delta T, un petit incrément de température, fois delta L sur L. Or, delta L sur L, on l'a vu en élasticité, c'est une expansion, c'est une déformation, pardon, mais ici qui a une origine purement thermique, c'est-à-dire que ça vient uniquement en interne, que les atomes s'éloignent les uns des autres, donc il y a un allongement. Alors pour la plupart des corps, alpha varie entre à peu près 0, pour les corps certains corps ne s'étendent quasiment pas, on le verra tout à l'heure, et puis quelques, je dirais, 100 fois 10-6 degrés moins 1, puisqu'en fait c'est par delta T. Ça veut dire, par exemple, si vous avez 100 fois 10-6, que 1 mètre de matériau pour 1 degré va s'étendre de 100 microns. D'accord ? Et donc si vous faites 1000 degrés, ça fera beaucoup, ça fera 100 mm. Donc, en reprenant l'équation qui est tout en haut, je peux définir une déformation d'origine thermique, epsilon thermique xx, l'axe x étant figé ici, comme étant alpha delta t. Si maintenant vous vous intéressez à un coefficient volumétrique, en général on va regarder delta v sur v, qui sera bien sûr, comme on l'a vu un peu pour le coefficient de compressibilité dans l'élasticité, ça sera environ à 3 alpha delta t. Et là, les gens appellent bêta delta t ou bêta est le coefficient d'expansion volumétrique, thermique volumétrique en volume, il n'est pas linéique, donc il sera environ 3 fois. Donc quand vous trouvez dans des tables ou dans Wikipédia des valeurs, soyez attentifs de bien voir si c'est linéique ou volumétrique, il y a un facteur 3 entre les deux. Bien, donc ça c'est assez simple, c'est la raison pour laquelle les rails de chemin de fer dans le temps ont laissé un petit jour entre ces rails pour laisser la place à la radiation thermique. Maintenant, on fait des matériaux tels que les rails sont continus pour ne pas avoir ce bruit et ces sauts qui d'ailleurs font de la fatigue dans les roues. On les fait continus, ce qui veut dire quand même que qu'est-ce qui se passe quand il fait l'hiver, il fait très froid, ou quand c'est l'été qui fait très chaud. Eh bien, quand c'est très chaud, ça doit se dilater, et quand il fait très froid, ça doit se contracter, mais en même temps, tout le rail est tenu par des boulons. Donc, voyons ce qui se passe. Auparavant, regardons vite un tout petit peu les conductivités thermiques, K en watts par mètre et par degré par rapport à la dilatation thermique. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais, la plupart des corps, c'est entre 0, là c'est 0,1, en échelle logarithmique, jusqu'à 100. Vous voyez que les mousses se dilatent même un peu plus, de 1000 fois 10-6 degrés moins 1, c'est parce qu'elles ont beaucoup d'air à l'intérieur. Et la plupart des corps denses sont dans cette fourchette-là, ici, entre quelques 1 jusqu'à peut-être 20-30 microns par mètre et par degré. Il y a quelques matériaux assez exceptionnels, comme ici de l'invar, qui a un coefficient d'expansion thermique très faible. C'est essentiellement un acier aux 2/3 de fer et 1/3 de nickel, qui a été intensément étudié par un Suisse, Charles-Édouard Guillaume, qui a eu le prix Nobel. On peut le mentionner puisqu'il est suisse quand même. Guillaume, qui a eu le prix Nobel
pour l'étude de ce matériau en 1920. Il y a aussi les verres qu'on appelle verres vitrocérame, qui sont des mélanges de céramique et de verre qu'on va voir tout à l'heure dans la salle d'expérience. Reprenons l'expérience de la barre que l'on chauffe, mais cette fois empêchons sa déformation. Et regardons ce qui se passe. Si je prends ici dans le cas de l'allongement et de la dilatation libre, je vais pouvoir définir une déformation thermique que l'on vient de voir comme étant donnée par alpha fois delta t. C'est la situation tout à l'heure. Mais maintenant imaginons que, comme pour le rail de chemin de fer, on l'empêche de s'étendre, donc on le bloque à une dimension. Du coup, ici, on aura à la fin, donc j'ai une première dilatation ici thermique qui va être epsilon xx, je la réécris, égale à alpha fois delta t. Mais au final, puisque j'ai imposé ici qu'elle soit chaude à température T1, mais avec la même longueur, le epsilon xx total est égal à 0, puisqu'il n'y a pas d'allongement. Ça veut dire que le epsilon xx thermique, qui était dû à la dilatation ici, plus ce que j'ai empêché de faire, si ce matériau est élastique, eh bien ça veut dire qu'il y a eu une déformation élastique qui a dû compenser pour faire 0. Et donc on tire tout de suite que epsilon élastique xx est égal à moins epsilon thermique xx est égal à moins alpha fois delta t. Forcément. De cette relation, on peut bien sûr utiliser, pour autant qu'on soit dans le régime élastique, eh bien on peut utiliser le fait que sigma xx, ça sera E fois epsilon xx élastique, c'est égal à moins E alpha delta t. Donc dans le cas où l'on contraint la barre de telle manière à empêcher sa dilatation thermique, qu'est-ce qu'on fait? On va générer des contraintes dans le matériau qui, dans le cas présent, sont de la compression. Voilà cette relation, et voilà le schéma ici où on voit que le matériau est contraint par les extrémités, c'est-à-dire qu'il aurait bien voulu se dilater, on l'en a empêché, il se trouve contraint. Dans les rails de chemin de fer, on les pose souvent au printemps ou en automne pour des températures moyennes. Et puis, bien sûr, quand ça sera l'été, les rails sont en compression. Quand c'est en hiver, ils sont en traction parce qu'ils auraient bien voulu se retirer. Ça peut faire donc un petit peu de fatigue thermique, de la même manière que des soudures, par exemple, on verra ça quand on étudiera la fatigue, des soudures électroniques qui vont chauffer, qui vont se rabaisser, remonter en température, redescendre, etc. Parce qu'on enclenche et on déclenche l'appareil, eh bien, on va générer aussi des contraintes et de la fatigue thermique et parfois même de dessouder le matériau quand les coefficients d'expansion thermique ne sont pas les mêmes entre le substrat et la soudure. Les contraintes thermomécaniques peuvent donc être source de problèmes, puisqu'effectivement, le matériau, lorsqu'il chauffe, il se dilate, mais il ne peut pas se dilater totalement librement, ou bien parce qu'il est lié à un autre matériau, qu'à un autre coefficient d'expansion thermique, ou bien parce qu'il est lui-même, il n'a pas la même température et que des zones froides empêchent les zones chaudes de se dilater librement, donc quand il y a des gradients thermiques. Voyons pour cela deux situations, et allons pour ce faire, allons dans la salle d'expérience. Alors, on va faire à présent une expérience un petit peu plus dangereuse. Je constate. C'est pour ça qu'on va utiliser des protections. Donc, on va mettre en fait cette plaque de vitrocéramique au-dessus de la flamme et regarder ce qui va se passer. Donc, c'est une plaque tout à fait standard, utilisée sur les cuisines. D'abord mettre dans les cuisines. La protection on devant la protection, aussi. Puis si par hasard il va se passer quelque chose, voilà. Et on va la poser la plaque au-dessus. Voilà. Donc les vitrocérames, comme son nom l'indique, en fait, contiennent une phase vitreuse et une phase céramique, qui est en fait des petites particules de TiO2,
qui sont telles que en fait, le verre a un coefficient d'expansion thermique positif, alors que les particules ont un coefficient d'expansion thermique négatif, ce qui fait qu'au total, en réglant bien la chimie, on arrive à un coefficient d'expansion thermique nul. Et du coup, comme tu vois, ben, ce n'est pas très impressionnant, il ne se passe pas grand-chose. Et ça a été découvert, je crois, dans les années 1950, un peu par hasard, par un ingénieur de chez Corning qui avait un peu oublié un verre dans un four et qui s'est retrouvé, en laissant tomber la plaque, il s'est aperçu qu'elle avait déjà des propriétés mécaniques assez exceptionnelles. Et en plus, elle n'était pas cassée. Voilà. Alors j'enlève la plaque parce qu'elle est probablement déjà un peu chaude. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de dangereux finalement? Alors maintenant, on va faire la même chose, mais avec une plaque de verre classique. Du verre, un carreau de vitrier, qu'elle dit. Voilà. Donc ne faites pas cette expérience à la maison, bien évidemment. Voilà. Voilà. On va la chauffer très localement. Comme elle a un coefficient d'expansion thermique, mais que c'est un mauvais conducteur de la chaleur, la partie qui est sous la flamme a envie de s'étendre. Elle est beaucoup plus chaude que ce qui est au bord. Alors que la partie qui est froide à l'extérieur la retient. Donc il y a des tensions qui montent dans la pièce. La partie qui est à l'extérieur est en tension, la partie à l'intérieur en compression. Les tensions montent jusqu'à ce que... On a un endroit, une porosité, un défaut qui va faire que localement, la contrainte va être supérieure à la ténacité. Enfin, que la contrainte fois la dimension caractéristique du défaut. Bon, il n'a pas l'air d'avoir des défauts, ce verre. C'est parfait. Tu as trouvé un verre qui ne casse pas. En attendant encore un peu. Conclusion, on a dépassé la ténacité du verre dans cette expérience. Retournons, donc ne faites pas cette expérience encore une fois à la maison, mais en général la plupart des verres que l'on a à la maison pour le four sont des Pyrex, qui sont aussi des matériaux qui résistent au choc thermique parce qu'ils ont des coefficients de dilatation extrêmement faibles. On l'a vu dans la salle d'expérience, lorsqu'on chauffe du verre, un verre normal, dans une région très localisée, eh bien, cette région veut s'étendre, elle est empêchée par la zone froide du verre qui est autour, donc la zone au centre est en compression, la zone au bord est en traction, et vous avez vu ce qui s'est passé, à un certain moment, il y a rupture, alors que dans les verres borosilicates, ça n'était pas le cas. Donc souvent, les gradients de température ou des coefficients d'expansion thermique différents des matériaux vont générer des contraintes qui sont souvent source de problèmes, de rupture, de fatigue. Mais on peut aussi le mettre à profit pour, par exemple, utiliser les variations de température pour faire des changements de dimension, des changements de forme. C'est le cas par exemple des bilames que nous allons voir maintenant aussi en expérience. Alors voici un bilame qui est disponible, qu'on peut acheter sur Internet. Donc, malheureusement, on ne sait pas en quel matériau il est fait, mais en fait, on a d'un côté un métal qui a un coefficient d'expansion très faible, donc quelque chose comme de l'invar par exemple, et de l'autre côté un métal qui va se dilater de manière plus classique, donc quelques 10-5 par Kelvin. D'accord, et donc si maintenant on prend ce matériau et que, enfin ce bilame, ce double matériau, mais qui est lié et qu'on le chauffe, eh bien on constate qu'il s'incurve, et donc on en déduit tout de suite que le matériau qui est le plus dilatant, si tu fais l'hypothèse que c'est de l'invar, moi j'en déduis que l'invar est à l'intérieur et que celui qui se dilate se met à l'extérieur pour avoir un chemin plus grand. Et contrairement à de la flexion, dans ce cas, le matériau qui est de ce côté, c'est le matériau qui est en compression, en fait, celui qui veut se dilater mais qui est retenu par l'autre, alors que l'autre est en traction. Oui, exactement l'inverse. Donc, ceci conclut un tout petit peu les tests que nous avons faits pour voir l'effet des contraintes thermomécaniques sur le verre, que l'on a fait tout à l'heure, sur le bilame. Donc, lorsqu'il y a des gradients de température dans un matériau homogène, on en déduit que ça génère des contraintes qui peuvent parfois faire exploser le matériau. Puis quand on associe deux matériaux qui n'ont pas le même coefficient d'expansion thermique, ça génère aussi des contraintes et des déformations. Vous avez vu la courbure du bilame. Comment cela s'exprime-t-il? Eh bien, imaginons qu'on ait deux matériaux qui ont deux coefficients d'expansion thermique différents, alpha 1 et alpha 2, où là j'ai supposé qu'alpha 2 était plus grand qu'alpha 1 en bleu foncé.
et chauffons ces matériaux à une température T1. S'ils n'étaient pas soudés, bien, le matériau supérieur 1 va s'étendre, bien sûr, il va se dilater, mais moins que le matériau 2 dont le coefficient d'expansion thermique est plus élevé. Ça serait si ces deux barres ou plaques sont non liées. Mais si maintenant vous voulez les relier, ben, il faudra bien raccorder ces deux dimensions ici, ces deux dimensions là, et pour ce faire, le système, il va adopter un système où, pour faire une dimension plus courte à l'intérieur, eh bien, il va courber le matériau. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans le film. Et contrairement à une barre que l'on peut, quand on la fléchit, l'extérieur est en traction et l'intérieur est en compression, ici c'est l'inverse, parce que c'est le matériau lui-même qui génère ses propres contraintes par différents coefficients d'expansion thermique. L'extérieur, qui est de l'extrado, est en compression et l'intrado est en traction, parce que vous avez allongé un petit peu celle-ci et retiré un peu celle-ci inférieure, pour les mettre au même niveau, à mi-distance, comme ceci. Et donc, ça c'est l'origine. On peut faire des calculs en fonction de l'épaisseur, des coefficients. Ce n'est pas le but de ce cours, mais sachez que le principe du bilame est utilisé par exemple pour ouvrir plus ou moins des vannes, par exemple dans les moteurs de voiture. Lorsque la voiture est froide, on va chauffer le bloc moteur en empêchant la circulation d'eau, puis au fur et à mesure que le bloc chauffe, ça va dilater une vanne qui va gentiment progressivement s'ouvrir et laisser passer l'eau pour aller vers le refroidisseur, le radiateur. Résumons ce cours. Alors, la propagation de la chaleur dans un matériau est régie par une équation de diffusion, c'est-à-dire que la dérivée première de la température est liée à la dérivée seconde de la température dans l'espace. C'est donc au fond un petit peu comme si vous avez une propagation d'un véhicule, ben vous savez que la distance parcourue c'est V fois T. Eh bien, dans l'équation de diffusion de la chaleur, vu sa forme particulière de la dérivée première en temps et de la dérivée seconde en espace, eh bien, la distance, si vous voulez, de propagation de l'excitation thermique ou de l'agitation thermique fera que la distance de propagation caractéristique, c'est racine de A fois T, et non pas A fois T, bien sûr. Et cette équation, ce rapport entre AT et puis L carré, nous a permis de définir un coefficient de Fourier qui dit finalement, si le Fourier est très très petit, ça peut diffuser sur le temps et la distance donnée. Si le Fourier est très grand, la température est quasi uniforme. Et puis si le Fourier vaut 1, bien on a à peu près la moitié de la température de la surface. Enfin, dans la dernière partie de ce cours, on a vu que l'expansion thermique va être source souvent de contraintes thermomécaniques qui viennent ou bien par les gradients thermiques dans une pièce ou bien par l'assemblage de matériaux qui ont des coefficients d'expansion thermique différents. Et donc, attention à la fatigue, notamment dans les circuits électroniques, lorsqu'il y a des soudures sur des substrats. La prochaine fois, nous verrons, en ayant vu dans la température et ce qui se passe dans le matériau avec la température, nous verrons comment les propriétés des matériaux évoluent avec la température, et notamment, nous verrons un phénomène qui est lié à la diffusion chimique. On verra qu'à haute température, les espèces chimiques elles-mêmes non seulement sont agitées, mais commencent à permuter les places, ce qui va amener à diffuser un matériau dans un autre, et notamment permettre d'expliquer un phénomène qu'on appelle le fluage.